Fond de Latte. Chez les gens qui tuent, il y a toutes sortes de profils. Celui dont je vais vous raconter l'histoire, Yves Dandonneau, appartient à une catégorie tout à fait particulière et assez pitoyable. Celle des sans-cœurs et des sans-vergogne. Celle des moi je, et les autres tant pis. Ça se passe en 1987 dans l'Hérault. Je débrieferai cette histoire avec celui qui a dirigé cette enquête à l'époque à la section de recherche de la gendarmerie de Montpellier, Antoine Trivaldo, qui réveillera pour vous des souvenirs vieux de plus de 35 ans. Voici l'histoire d'Yves Dandonneau. La réalisation est signée Mathieu Frette. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Fernand habite une maison isolée sur les contreforts du Causse, à 80 km environ de Montpellier. Une nuit de juin 1987, il est réveillé par un homme qui tambourine à sa porte. Au secours! Ouvrez-moi! Ouvrez-moi, je viens d'avoir un accident! Faut appeler le secours, ouvrez-moi! Fernand lui ouvre immédiatement. L'homme dit s'appeler Daniel. Et il raconte que l'accident a eu lieu un peu plus haut, au col de l'homme mort. Faut appeler les pompiers tout de suite. J'ai un ami qui est dans la voiture, il s'appelle Yves. Il a perdu connaissance au moment du choc et j'ai peur que la voiture prenne feu. Pourvu que la voiture brûle pas. Pourvu que la voiture ne brûle pas. Il le répète plusieurs fois. Pourvu que la voiture ne brûle pas. Et donc Fernand appelle les secours. Le coin est isolé. Les gendarmes et les pompiers seront là dans une demi-heure, mais pas avant. Quand les pompiers arrivent, une demi-heure plus tard, la voiture, une Austin rouge, finit de se consumer. Elle a été ravagée par les flammes. Et à l'avant-droite, côté passager, on devine les restes d'un corps carbonisé. Un pompier ouvre la portière. Un tronc calciné, sans bras, sans jambes et sans tête, tombe sur le macadam. Et le conducteur, Daniel, est là, assis dans le fossé. Il est en larmes. Son copain Yves est mort. Il est tellement secoué qu'il faut l'évacuer vers une clinique de l'Odève. Le lendemain, le dénommé Daniel est convoqué par les gendarmes et il est prié de raconter ce qui s'est passé. Ben voilà, Yves et moi, on est allé manger des fruits de mer à Palavas, et puis on a voulu rentrer à notre hôtel à Sayer-au-Cosel, et sur le chemin du retour, je sais pas ce qui s'est passé, ma voiture a fait une embardée, j'ai perdu le contrôle, elle est allée percuter un rocher, mon ami Yves a perdu connaissance, et pendant que je suis allé chercher du secours, voilà quoi, la voiture a pris feu. C'est vous qui conduisiez ? Oui, c'est ça, et Yves était sur le siège passager. Bon, ben voilà, quoi. C'est un accident. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne reste plus qu'à identifier formellement le mort. D'après Daniel, le conducteur, il s'appelait Yves Dandonneau. Il avait 41 ans. Quand la compagne d'Yves Dandonneau, Marie-Thérèse, arrive de la région parisienne où ils habitent, il ne reste pas grand-chose d'identifiable. Elle reconnaît un tout petit morceau de caleçon, rien de plus. Mais ça suffit à établir le certificat de décès. Et ensuite, conformément semble-t-il à la volonté du défunt, le corps est incinéré. Fallait pas l'incinérer. Entre-temps, bien sûr, un garagiste a emporté l'épave de l'Austin qui est maintenant stockée près de son garage. Il aurait pu l'envoyer directement à la casse, mais d'emblée, il a trouvé cet accident bizarre. D'abord parce qu'il n'y a qu'un seul rocher dans cette ligne droite.
C'est vraiment pas de peau que le conducteur soit venu le percuter. Et puis, regardez de plus près. La jante avant n'est même pas pliée. Le choc n'a pas dû être violent. Et donc il ne comprend pas très bien comment le passager a pu perdre connaissance. Et encore moins comment la voiture a pris feu. Et donc à l'intuition, au pif, il décide de garder la voiture quelque temps, au cas où. S'il ne l'avait pas fait, je ne serais pas là pour vous raconter cette histoire aujourd'hui. Dans les semaines qui suivent, on apprend que la victime, Yves Dandonneau, avait souscrit non pas une, non pas deux, mais 8 assurances décès pour un montant total de 12 millions de francs, 3 500 000 euros d'aujourd'hui. Ah oui, quand même. Et c'est sa compagne, Marie-Thérèse, qui en est bénéficiaire. Tant mieux pour elle. Sauf que l'une des compagnies d'assurance a des doutes. Il y a quelque chose qui ne colle pas. D'une, ce type souscrit ce contrat chez nous quelques semaines avant de mourir, avec une clause qui prévoit le triplement de la prime en cas d'accident, et il meurt d'un accident. Et de deux, il nous a pas dit qu'il avait conclu notre contrat ailleurs. On va envoyer un expert sur place. On verra bien ce qui est conclu. Mais cette histoire-là n'est pas claire du tout, hein. L'expert débarque chez le garagiste. Et très vite, il est intrigué, lui aussi. La boîte de vitesse est bloquée sur la seconde. C'est pas banal, ça. En seconde, on roule forcément lentement. Ils sont très rares, les accidents mortels, quand on est en seconde. Et c'est pas tout. Les roues sont braquées vers la gauche, comme si le conducteur avait voulu viser le rocher sur lequel la voiture a fini sa course. Monsieur! Monsieur, venez là. Vous avez bien fait de pas détruire l'épave, hein? Je vais vous demander de la conserver encore quelque temps. Je vais requérir une expertise complémentaire. Cet assureur n'est pas le seul à avoir des doutes. Une deuxième compagnie vient de demander à son avocat de saisir le parquet de Montpellier. En revanche, les 6 autres assureurs paient la prime rubis sur ongle. Dans les 2 mois qui suivent la mort de son Yves chéri, la compagne de Dandonneau encaisse 1 800 000 francs. Sauf que quand les assureurs qui ont payé s'aperçoivent que les autres ne l'ont pas fait, ils sont furax. Et la machine a transformé un accident en meurtre et lancé. Dans la foulée, les assureurs désignent un détective privé, ancien gendarme, pour mener une petite enquête sur place. Et quand il rend son rapport, elles ne sont pas déçues. Bon, d'abord, ce qui m'a intrigué, c'est le choix de la route. Pour aller de Sète à Sey, où ils avaient leur hôtel, il y avait des routes plus directes et moins dangereuses. C'est quand même bizarre de passer par la montagne en pleine nuit. Ah oui, vous avez raison. Autre chose, l'accident a eu lieu sur une ligne droite. Alors pourquoi est-ce qu'il roulait en seconde dans une ligne droite? Je vous le demande. Ah ben je me le demande aussi. Il n'y a pas que ça. Ça se déclenche pas comme ça, un incendie de voiture. D'abord, les phares étaient allumés. Bon, ça a pu faire un court-circuit. Mais bon, en général, la voiture, elle brûle pas complètement. Et là, elle est calcinée. Ah, d'accord, je comprends. Moi, je pense que cette voiture, elle a été aspergée d'essence. Aspergée? Mon Dieu. D'autant que je suis allé voir le voisin chez qui le conducteur est venu toquer en pleine nuit. Il m'a dit qu'il n'arrêtait pas de répéter « pourvu que la voiture ne brûle pas, pourvu que la voiture ne brûle pas ». Alors pourquoi est-ce qu'il a laissé son copain dans la voiture, hein? D'autant qu'en plus, il est infirmier, le gars. Ah bon? Oh là là. Une dernière chose. Je suis allé à l'hôtel où ils étaient descendus. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont dormi tous les deux dans cet hôtel 15 jours avant. Ça ressemble à un repérage, non? Ah oui, oui, oui. Vous avez raison. Et alors, vos conclusions? Je suis un ancien gendarme, vous le savez. Oh oui, bien sûr. Eh bien, ça sent l'escroquerie à l'assurance. Et le meurtre, hein? Parce qu'il y a quand même un cadavre, hein? Et donc, une plainte est déposée par les assureurs. Et le parquet
ouvre une information judiciaire. Les gendarmes de Montpellier débutent leur enquête. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Je vous le dis. La suite se passe à Paris, dans le 15e arrondissement, 2 jours après le début de l'enquête. 3 personnes se présentent dans un bureau de poste. 2 femmes et un homme. Voilà, je souhaiterais retirer une somme importante en espèces sur mon compte chèque. D'accord. Combien voulez-vous ? 1 800 000 francs. Soit l'équivalent de 500 000 euros d'aujourd'hui. En paille d'armoire. Glups. L'employé met un peu de temps à réunir la somme. Il donne l'argent à la dame. Mais intrigué, il prévient la police. Et les policiers déboulent. Et ils interpellent les 3 compères. Ils ne les connaissent pas. Mais nous, oui. D'abord, il y a Marie-Thérèse, la compagne de Dandonneau. Et puis il y a sa secrétaire, Danielle. Et puis l'homme, c'est son mari. Ils ont dans les mains 2 sacs en cuir bourrés à craquer de bifetons de 500. Et à peine arrivés au commissariat, les policiers se mettent à compter. Il y en a pour 2 400 000 francs. Pure incarnation du design Kodo, Mazda présente son dernier SUV, le Mazda CX-60. Prenez place dans un véhicule élégant, spacieux, feutré. Un fleuron d'ingénierie propice à la quiétude comme à la performance, avec ses motorisations hybrides rechargeables et diesel M-hybride. Découvrez un monde de confort à la consommation optimisée. Mazda CX-60 garantit 6 ans ou 150 000 km au premier terme échu. Mazda, crafted in Japan, l'excellence du savoir-faire japonais. Pensez à covoiturer. Europe 1. On de la raconte, la suite de votre récit. Bien, madame. D'où vient cet argent ? Ah ben, j'ai perdu mon compagnon il y a peu et j'ai bénéficié de versements d'assurance décès. Et voilà, je voulais retirer les fonds en espèces. C'est tout. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, madame. Vous venez de retirer dans cette banque 1,8 million. Et on a trouvé dans les sacs 2,4 millions. D'où vient le reste de l'argent ? C'est-à-dire que j'ai un autre compte sur lequel j'avais placé le chèque de l'une des compagnies d'assurance. Et moi, je viens aussi de retirer l'argent en espèces dans cette banque. Toujours très intrigués, les policiers parisiens décident de se rencarder sur le trio. Ouais, salut. Dis-moi, j'ai ici une dame. Nous l'avons interpellée à la sortie d'un bureau de poste ici à Paris, avec une forte somme d'argent liquide sur elle. Bon, elle dit qu'elle vient de la région de Montpellier et que l'argent provient d'assurance décès qu'elle a touché après la mort de son compagnon. Mais honnêtement, elle et ses 2 amis, je les trouve louches. Tu peux regarder si on a une trace de cette femme dans le fichier ? Je regarde et je te rappelle. Ça prend un peu de temps. Le fichier est en papier. En 1987, vous oubliez l'ordinateur. Mais la réponse finit par tomber. Tu avais raison. Le versement des primes d'assurance consécutives au décès de la mort du compagnon de cette dame fait actuellement l'objet d'une enquête de la gendarmerie de Montpellier. Nom d'une pipe. Le flic appelle immédiatement les gendarmes de l'Hérault. Vous avez arrêté cette femme ? Vous la libérez immédiatement, hein ? Et vous lui rendez l'argent. Oh là, l'œil, hein, rassurez-vous, mais il faut surtout pas éveiller ses soupçons. Hein. Je compte sur vous, hein. D'accord. Les 3 comparses sont libérés et repartent avec leur argent. Fin de la séquence parisienne. Bizarre, incompréhensible. Mais pas pour longtemps. Pendant ce temps-là, dans le sud,
la carcasse de l'Austin d'Yves Dandonneau se retrouve dans un laboratoire de police scientifique dernier cri, le seul à disposer à l'époque d'un microscope électronique. Et d'emblée, les experts trouvent à l'intérieur de la voiture des traces de plomb. Ça, c'est le signe que l'habitacle a été arrosé d'essence. On a mis le feu à cette bagnole. Elle n'a pas pris feu toute seule après l'accident. Mais c'est pas tout. Alors figure-toi que j'ai trouvé sur le sol côté passager ces tout petits ossements qui viennent du cadavre de la personne décédée. Et alors en les mettant côte à côte, regarde, hein, j'ai réussi à reconstituer un petit morceau de la mâchoire de la personne décédée. Bon, c'est un petit morceau, comme tu le vois, qui fait 2 cm et demi de long, hein, je dirais. Et alors tu remarqueras qu'il manque là une dent de sagesse, et puis là et ici 2 molaires. Il ne reste plus qu'à retrouver le dentiste d'Yves Dandonneau pour tenter une comparaison. Ah, vous avez de la chance. Je lui ai fait récemment une couronne il n'y a pas longtemps et j'ai gardé une empreinte de ses dents. La voilà, messieurs. Merci beaucoup, docteur. Et c'est là que les gendarmes s'aperçoivent qu'Yves Dandonneau avait toutes ses dents. Toutes. Donc, donc le mort n'est pas Yves Dandonneau. Mais alors qui est le mort? Et où est Yves Dandonneau? C'est encore un enquêteur des assurances qui va faire avancer l'enquête. Et en l'occurrence, un enquêteur saisi par l'assurance de la voiture. Il n'est absolument pas au courant du reste. Lui, son job, c'est comme dans tous les accidents mortels, d'évaluer le montant de l'indemnisation qu'il versera à l'héritière du mort. Indemnisation qui est calculée sur les revenus du disparu. Et donc, il rencontre Marie-Thérèse, la veuve éplorée. Et Marie-Thérèse, elle est bavarde. Blablabla, bla, bla, bla. Elle raconte. Au départ, Yves, il était assureur. Et puis il a abandonné les assurances pour monter une entreprise qui fabriquait des piscines à balles pour les enfants. Et puis comme ça marchait bien, il a investi dans un chantier naval de la région de Cannes. Bon voilà, il voulait fabriquer des bateaux de plaisance et s'acheter aussi un catamaran. D'accord. Et donc, ce chantier naval lui procurait une partie de ses revenus. Vous avez le nom et le numéro de ce chantier naval? Ah non, je ne sais plus, je me souviens plus du tout. Trop tard. Elle en a déjà trop dit. L'enquêteur ne met pas longtemps à retrouver le chantier naval en question. Il y débarque avec une photo de Dandonneau et le patron du chantier lui en raconte une bien bonne. Ah oui, je me souviens très bien de cet homme qui est venu me voir plusieurs fois ces dernières semaines. Il était accompagné d'une certaine, je crois, Marie-Thérèse. Et alors, il était intéressé par l'achat d'un catamaran. Et puis, de fil en aiguille, il m'a demandé si mon chantier était à vendre, tout ça. Bon, ça l'intéressait, quoi. Vous avez bien entendu. Ces dernières semaines. Donc, bien après sa mort supposée. Ça se confirme. Le mort n'est pas mort. C'est énorme. C'est énorme. Autant vous dire que l'enquêteur des assurances ne garde pas ça pour lui. Il appelle tout de suite les gendarmes de Montpellier. Yves Dandonneau est vivant. Il vit près de Cannes. Et il faut le retrouver dardard parce que, petit 1, il a commis une escroquerie à l'assurance en se faisant passer pour mort. Et petit 2, il a commis un assassinat. Il y avait bien un mort dans la voiture. Pour tenter de retrouver Dandonneau le ressuscité, les gendarmes ont une piste. Le patron du chantier naval a raconté que parfois, Dandonneau est venu le voir avec une certaine Betsy.
Or, figurez-vous que depuis l'épisode parisien, le nom de Betsy est dans le dossier. C'est la secrétaire, Danielle, qui en a imprudemment parlé aux policiers. Et elle a même filé son numéro de téléphone. Les gendarmes décident de la placer sur écoute. Et un jour... Allô, Betsy? C'est Yves. Ah, bonjour, Yves. Ça va? L'appel est localisé, un village au milieu des collines, dans l'arrière-pays. Les gendarmes débarquent chez lui, armes au poing. Ils frappent à la porte. C'est une femme qui leur ouvre, la fameuse Betsy. Et ils trouvent Yves Dandonneau planqué dans la salle de bain. Maintenant, c'est sûr, il est ressuscité. Alléluia! En garde à vue, les gendarmes constatent d'abord que Dandonneau ne ressemble pas totalement à la photo qu'ils avaient de lui. C'est-à-dire que pour pas qu'on me reconnaisse, j'ai voulu changer de visage. Alors je suis allé voir plusieurs chirurgiens esthétiques, j'en ai vu 5 au total. Vous trouvez que c'est réussi? Non, c'est horrible, c'est complètement raté. Et dans la foulée, il balance la liste de ses complices, car il n'a pas monté cette escroquerie tout seul. Daniel, l'ami conducteur, est dans le coup. Danielle, sa secrétaire, qui est aussi sa maîtresse au passage, aussi. Tout comme un certain François, barman à Sarcelles. Et bien entendu, sa compagne Marie-Thérèse, qui est assez bavarde quand elle est placée en garde à vue. C'était il y a un peu plus d'1 an. Yves, il m'a réveillé en pleine nuit. Il venait d'avoir une idée, il m'a dit « Chérie, on va changer de vie. Je vais signer des contrats d'assurance vie à ton profit. Ensuite, je vais disparaître, tu vas toucher l'argent. » Et puis, il m'a dit « On se retrouvera quelque part au soleil pour vivre notre nouvelle vie. » Voilà. Ça lui a pris comme ça. Et le cadavre, alors? Qui est le cadavre? Ça, c'est Dandonneau lui-même qui le raconte. J'avais trouvé un clochard dans le métro, un certain Michel. Il avait à peu près le même gabarit que moi. Et il m'a dit qu'il voulait en finir avec la vie. Alors je me suis dit, pourquoi pas lui, quoi. Et puis, bon, j'ai pas osé. Après, j'ai demandé à mon ami Daniel, qui est infirmier au bloc opératoire à Sarcelles, de me retrouver un cadavre à la morgue, quoi. Un qui était déjà mort. C'était plus facile. Mais il n'en a pas trouvé. Alors j'en suis revenu à l'idée du clochard, quoi, en me disant, c'est forcément quelqu'un qui a pas de famille, qui a pas de logement, qui a pas de compte en banque. Personne ne va s'apercevoir qu'il a disparu. Et c'est mon copain François qui m'en a trouvé un. Il s'appelait Joël. Il était marrant. Il connaissait toutes les chansons de Georges Brassens par cœur. Et alors le type, il était au bout du rouleau, quoi. Franchement, une épave, quoi. Et voilà, on a décidé que ce serait lui. Dans quelles conditions est-ce que vous l'avez tué? Un jour Philippe l'a amené, et moi je lui ai dit, Joël, puisque t'aimes Georges Brassens, si tu veux je t'amène à 7, là où il est enterré. Je lui ai dit, faut que tu sois bien habillé, quoi, pour aller sur la tombe de Georges Brassens. Alors je lui ai passé des vêtements à moi. Puis voilà, on a pris la route de 7, et puis on s'est arrêté sur une aire de pique-nique, il a réclamé à boire, et à chaque fois qu'on lui donnait une bière, on mettait un somnifère dedans. Et au bout d'un moment, il s'est endormi sous un arbre. Ils ont mis Joël dans la voiture, et ils ont mis le feu à la voiture. Et voilà comment le pauvre Joël a joué le double cadavérique d'Yves Dandonneau. Et vous avez noté qu'il raconte ça sans honte, sans remords. Joël était un déchet. C'était un alcoolique, c'était un type au bout du rouleau, il n'allait pas tarder à mourir. Je n'ai fait que devancer un peu les choses. C'est pas vraiment un assassinat. Sauf que Joël, il a eu une vie. Et quelle vie? D'abord, il s'appelait Joël Hippo. Sa dernière compagne raconte qu'il a été le plus jeune bachelier de France. C'était un surdoué.
Il a été licencié en droit. Et il était effectivement un fan de Georges Brassens. Et comme lui d'ailleurs, il était un peu anard. Bref, c'était un homme brillant, brisé par un divorce. C'est décidé, son ex-femme va se constituer partie civile. Au procès, elle ne laissera pas Dandonneau dire que c'était une locumène, que c'était un moins que rien. Le procès d'Yves Dandonneau et de ses complices s'ouvre en septembre 1992 devant les assises de Montpellier. Dans son box, Dandonneau est méconnaissable, un mannequin de cire, résultat de ses 5 opérations de chirurgie esthétique. Tout l'enjeu de ce procès est de savoir qui a tué Joël Hippo. Est-ce que c'est le copain Daniel qui a fourni les médicaments et l'alcool? Est-ce que c'est Dandonneau qui a mis le feu à la voiture? Est-ce que Joël était vivant à ce moment-là ou est-ce qu'il était déjà mort? Le problème, c'est qu'il est impossible de répondre à ces questions. Le corps a été incinéré. Il n'y a pas eu d'autopsie. On ne saura jamais. Pour défendre la mémoire de son ex-mari, la veuve de Joël Hippo a recruté un avocat qui n'est pas encore la vedette qu'il va devenir. Le jeune Éric Dupond-Moretti. Et elle lui a donné une consigne. Maître, je vais vous demander de ne pas être trop dur avec les accusés. S'il vous plaît, vous ne les enfoncez pas. Joël aurait pas du tout aimé ça. C'était un anard, Joël. Hein, les institutions, la police, la justice, tout ça, c'était pas trop son truc. Je ne vous donne qu'une seule mission. Vous devez dire que le mort était un type extraordinaire. D'accord, maître? Rien de plus. C'est très rare, ça. Et Dupond remplit son rôle à merveille. Dans sa plaidoirie, il se met à chanter la chanson pour l'Auvergnat de Brassens. Elle est à toi, cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de ma voix. Yves Dandonneau est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Son copain Daniel a 14 ans. François, qui a fait le casting de la victime, prend 9 ans. Et les deux femmes, son ex-femme et sa secrétaire, s'en sortent bien. 4 ans avec sursis. Sur les 20 ans, Dandonneau en a fait 13. Il a été libéré en 2001. Il vous intéressera peut-être de savoir qui était cet homme suffisamment froid, suffisamment dénué d'affect pour tuer un SDF, considérant que sa vie valait moins cher. Et tout ça pour aller se dorer la pilule au soleil. Une scène de son enfance est racontée dans le dossier d'enquête. Une scène qui peut expliquer cette froideur, cette dureté et ce manque de sens moral. Yves Dandonneau était le fils d'un gendarme et d'une violoniste. Et le papa gendarme était alcoolique et violent. Il terrorisait toute la famille. Un jour, sa mère violoniste est rentrée un peu tard d'une répétition. Le père lui a brisé les doigts un par un. Une violoniste. Voilà. Ça n'excuse rien, mais ça explique. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'histoire d'Yves Dandonneau qui, en 1987, tue un SDF et le fait passer pour lui dans un accident de voiture mortel. L'objectif était d'encaisser 10 millions de francs de la part d'assurance décès et de mener ensuite la belle vie, notamment sur un voilier. Ce qui a valu à Dandonneau une peine de 20 ans de prison. Et je débriefe cette histoire avec celui qui, en tant que gendarme au sein de la section de recherche de Montpellier, a dirigé cette enquête à l'époque, Antoine Tribaldo. Parlez-nous, s'il vous plaît, de cet homme que vous avez eu
en face de vous, monsieur Trivaldo, Yves Tandonneau. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il a dans les tripes? Oui, alors d'abord, son aspect physique était particulier. Il avait un visage émacié, un peu blanchâtre. Bien sûr, il avait subi des interventions chirurgicales, donc il avait déjà un aspect particulier. Ensuite, c'est quelqu'un qui nous est apparu très, 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 très calme, hein, d'une part, et un menteur sans vergogne, puisque dès que nous l'interpellons, au lieu de décliner son identité véritable, il nous dit s'appeler François, il nous donne un autre prénom, un autre nom. Bon, nous sommes déjà convaincus qu'il s'agit bien sûr d'Yves Dandonneau. Ça, c'était le premier contact que nous avons avec cette personne. Puis, Mais il est comment? Il est antipathique, il est sympathique, il donne le change ou il vous dégoûte d'entrée? Non, il nous toise un peu, mais on voit qu'il est, il n'est pas antipathique, il n'est pas violent, il n'est pas en colère, il est assez posé, assez calme, hein, comme s'il n'avait rien à se reprocher. Voilà, c'est le premier sentiment que nous avons eu, nous les enquêteurs, lorsque nous l'avons interpellé dans la villa. Il est intelligent? Parce que quand même, Oui, il a monté un scénario très élaboré. Bon, avec plein de bêtises au milieu, quand même. Voilà. Alors donc, c'est un personnage intelligent. Il nous a paru surtout manipulateur, car on s'est rapidement aperçu qu'il s'entourait de personnes, on va pas dire naïves, mais vraisemblablement un peu moins intelligentes que lui, à qui il pouvait proposer presque n'importe quoi. Donc, nous l'avons senti manipulateur, et surtout présentant comme tous les escrocs au départ, comme quelqu'un qui avait un complexe de supériorité et qui pouvait bien sûr proposer n'importe quoi à n'importe qui. Ça, c'était l'impression d'ensemble que nous avons eue. Il essayait de répondre posément, en essayant de dédramatiser la situation, bien sûr, et on s'en apercevra tout au long de sa garde à vue. Il a fait quand même beaucoup de bêtises dans le montage de son scénario. Souscrire 8 assurances d'essai, enfin ça allait forcément attirer l'attention. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu le propre des escrocs, avant de parler de criminels. Le propre des escrocs, c'est de se sentir supérieur et ensuite monter des fois des stratagèmes qui sont assez scabreux. Leur problème, c'est que, ayant un sentiment de supériorité, ils réitèrent souvent leur acte. Là, ce n'était pas le cas, il n'a pas réitéré, mais il pensait que ça pouvait peut-être passer. Donc, des erreurs fondamentales au départ, mais il faut savoir qu'il était quand même assez brillant sur le plan professionnel, puisqu'on l'avait surnommé le Lucky Luke des assurances, tellement qu'il arrivait à... Oui, alors je ne l'ai pas raconté, ça, c'est un ancien assureur lui-même. Donc, il connaissait la mécanique. Absolument, il connaissait la mécanique et peut-être en se disant, en travaillant avec plusieurs assurances, il y a 37 ans de ça, les moyens peut-être étaient un peu moins techniques, etc. Ça pouvait peut-être passer. Mais en fait, c'était un peu utopique. D'ailleurs, il a eu quelques projets qui étaient assez utopiques. Autant Babyball, une société de jeux d'enfants, ensuite c'était des offshore, ensuite il avait des rêves de la Grèce, etc. Enfin, il avait quand même dans la tête des choses un peu spéciales. Voilà ce qu'on peut dire de lui. D'ailleurs, pour pouvoir apparemment, il est très gentil, mais sachez que pour qu'il puisse se débrider un petit peu et nous raconter un petit peu l'histoire telle qu'elle se présente, il a fallu user un peu de stratagème et on s'y est employé en faisant un peu comme les enquêteurs doivent faire en garde à vue, un peu de cinéma, entre guillemets, pour pouvoir être complaisant avec lui d'une part, qu'il se sente en confiance. Et là, il a commencé à parler et il s'est vraisemblablement dit très rapidement qu'il fallait dédramatiser. Vous avez tenté en début d'interrogatoire de vous le mettre dans la poche, comme on dit. Comment vous avez fait? Oui, c'est un peu ça. Bon, nous étions sur Nice, dans les locaux de la gendarmerie, et là, bien sûr, on a compris rapidement qu'il allait essayer de tergiverser, etc., qu'il allait prendre une attitude peut-être de réserve, peut-être qu'il n'allait pas nous expliquer. Donc, je me suis senti un peu obligé de le prendre un peu à part, de discuter avec lui, de lui parler de ses malheurs, de sa famille, etc.
j'ai presque versé une petite larme, je vous le dirai, je vous le confie, je crois que je vous l'avais confié lorsque nous avions fait un plateau. Et ensuite, comme ça, il est devenu très confiant, mais il fallait le contourner un peu parce que, sans cesse, il essayait de vouloir nous parler de la victime en nous disant que c'était quelqu'un qui était irrécupérable. Et en fait, il voulait nous faire admettre qu'il avait pratiquement fait un bon geste, la BA de Dandenault. Voilà un petit peu ce que nous avons ressenti. Donc il a fallu le débrider avant qu'il s'explique. Et ensuite, il a eu un comportement qui nous a paru aussi un peu déviant, puisqu'il a essayé de charger davantage c'est des gens qui ont œuvré avec lui dans ce funeste projet. Parce qu'il y a zéro doute qu'il est au cœur du projet. C'est lui qui organise, c'est lui qui pense cette histoire et qui les embobine tous, les autres. Absolument, c'est ce que je vous disais tout au début, à savoir qu'il a l'impression qu'il peut faire avaler des couleuvres à tout le monde et que de toute façon, étant supérieurement intelligent, tout ça va bien se passer. Mais bien sûr, c'était lui le cerveau. Et on a vu d'ailleurs qu'autour de lui, il y avait déjà 2 ou 3 femmes qui étaient là. Et en fait, tout était très séduite et personne n'a aucun moment essayé de l'empêcher en quoi que ce soit. C'était lui qui dirigeait et donc, malgré un aspect un peu timide, c'était quelqu'un qui était froid et à mon avis, qui avait bien l'intention de faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'est pas une pulsion, c'était bien préparé. Il voulait gagner de l'argent et ensuite rien ne pouvait l'arrêter. Voilà ce qu'un peu le sentiment que nous, les enquêteurs, nous avons eu pendant les heures de garde à vue. Voilà. Quel est le rôle exact, d'après vous, de ses complices et notamment de sa compagne Marie-Thérèse? Ils sont là pourquoi? Tout le monde court après l'argent, c'est tout? Bon, alors, déjà, il faut savoir que Marie-Thérèse, sa compagne avec qui il a eu un enfant, était vraiment quelqu'un de très soumis. Hein. Donc, tout ce que Yves avait décidé, il fallait le faire, il fallait acquiescer, il avait même demandé de prendre des cours, etc., etc. C'est quelqu'un de très, très, très soumis. Ensuite, bien sûr, je pense qu'elle a profité de l'aubaine, pourquoi pas, et sentant que des sommes d'argent importantes allaient arriver, bien sûr, il n'y a pas eu trop de scrupules, ni pour les uns, ni pour les autres. Mais les autres, Daniel, le copain infirmier, la secrétaire, François qui l'aide à trouver le SDF, ils sont là pourquoi? Il est prévu qu'on va leur donner un peu d'argent? Absolument. D'ailleurs, lorsqu'on s'aperçoit en profondeur comment les sommes ont été réparties, même si au départ, il n'a pas été très généreux, mais en fait, en tout cas, il leur a assuré quelques sommes d'argent aux uns et aux autres qu'ils ont perçues. Donc pour eux, en pensant que l'affaire allait continuer, je pense qu'ils étaient certains de pouvoir en retirer un certain bénéfice. Ensuite, je pense qu'il faisait une confiance absolue et qu'avec ses propos et son comportement, il était de nature à les encourager à être vraiment des vrais complices. Donc je pense qu'il y avait aucune personne autour de lui qui ne pouvait se permettre de lui faire changer d'avis ou de chemin. Nous ne l'avons jamais pensé. Entre nous, elle s'en sort pas mal, Marie-Thérèse, avec 4 ans de prison avec sursis. Absolument. Mais vous savez, ça a été d'abord parce qu'il y a eu plus de 4 ans d'information judiciaire, ce qui est un temps très long. Ensuite, il y a eu un incident d'audience qui a reporté de quelques mois j'ai pas raconté ça. La session de cour d'assises. Tout ça est venu peut-être minimiser les choses. Et le temps passé, peut-être que dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, avec un peu plus de rapidité, peut-être que le verdict aurait été moins clément, en tout cas pour elle. Alors évidemment, ce qui fait que cette histoire est totalement à part dans l'histoire criminelle, c'est qu'on a donc un homme qui a pensé que la vie d'un SDF valait moins qu'un catamaran pour aller se dorer la pilule au soleil, quoi. Absolument, c'est ce qui est dramatique, c'est-à-dire que pour des choses bassement matérielles, on va dire, il a été capable de fomenter, de penser, d'engager des personnes, justement de
de pouvoir réaliser son projet. Un projet comme beaucoup de ces projets qui étaient souvent assez utopiques. Voilà. Moi, il y a une séquence qui m'horrifie, c'est quand il lui dit, puisqu'il sait qu'il est passionné par Georges Brassens, « Oh ben, je vais t'amener à 7 sur sa tombe, habille-toi, voilà mes vêtements », alors qu'il sait par avance qu'il va le tuer. Faut être d'un cynisme, d'une froideur pour monter ça. Absolument, c'est la préméditation dans un plus bel exemple. Hein, la préméditation dans un plus bel exemple. C'est pour ça que même 20 ans de réclusion, à mon avis, par rapport à la préparation de l'acte, en mettant fin à la jour de quelqu'un pour des questions d'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pulsion, il y a une préparation, il y a un machiavélisme extraordinaire. Disons que c'est pas cher payé, quoi. Je vous remercie beaucoup, Antoine Trivaldo, ancien gendarme qui a dirigé cette enquête, d'avoir gardé tous ses souvenirs et de nous les avoir confiés. On s'était vu, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 20 ans déjà, pour un numéro de Faites entrer l'accusé, condamné à cette affaire. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.